La langue française met à notre disposition un riche vocabulaire pour parler de la liberté. Parmi les termes disponibles, on trouve celui d'émancipation. Mais quelle forme ou quelle nuance de liberté l'émancipation désigne-t-elle? Les mots comme celui-ci peuvent désigner un état, sa dimension statique, ou bien un processus, sa dimension dynamique, le second conduisant au premier. L'émancipation n'est pas un état, mais un processus, comme l'indique le suffixe ation. C'est le processus par lequel quelqu'un qui n'est pas libre, ou qui est moins libre, accède à la liberté ou à plus de liberté. En ce sens, l'émancipation est une libération. Elle n'est pas la liberté, mais le processus qui doit y mener. En tant que processus, l'émancipation suppose un changement, un glissement de ce qu'on est, pour le moment, vers ce qu'on n'est pas encore. En ce sens, elle se définit négativement comme lutte contre ou refus de ce qu'on est initialement, afin d'atteindre in fine une situation différente. Elle reconnaît qu'il y a initialement dépendance, et ne se satisfaisant pas de cette dépendance, elle œuvre pour l'indépendance ou pour plus d'indépendance, état qu'elle juge préférable. Le concept même de dépendance suppose une relation entre deux personnes qui en sont les deux pôles. A dépend de B. Ce constat pousse vers le questionnement: de quoi dépend celui qui veut s'émanciper? De quoi doit-il s'affranchir? Pour élucider totalement le concept d'émancipation, il convient par conséquent d'explorer ce point. De quoi sommes-nous dépendants? De quoi devons-nous nous affranchir? Une théorie contemporaine nommée le républicanisme, en s'inspirant du droit romain, nous aide à mieux cerner ce point. On appelle dominium la domination exercée dans la sphère privée par un individu sur un autre. L'ascendant du maître sur l'esclave, du mari sur sa femme, du père sur l'enfant, du patron sur l'employé, relève de cette catégorie. À l'origine, l'émancipation correspond précisément à la suspension de cette domination privée, notamment celle de l'enfant qui échappe à l'autorité parentale pour devenir seul responsable de lui-même. On appelle imperium la domination exercée par une institution publique, en particulier un État sur des individus. L'autorité que la loi confère à ses représentants, magistrats, forces de l'ordre, etc., est de cet ordre. Le terme d'émancipation peut, par extension, être appliqué à l'entreprise d'affranchissement à l'égard de l'impérium d'une organisation, État ou Église, quand celle-ci perd de vue l'intérêt général et s'exerce de manière arbitraire et despotique. À ce stade de la réflexion, on remarque que la définition de l'émancipation repose sur 4 idées conjointes, à savoir les notions de processus, liberté, dépendance et domination. On admettra donc désormais que l'émancipation est le processus par lequel on s'efforce de réduire ou d'annuler sa dépendance à l'égard d'une puissance dominante, et ce faisant de recouvrer la ou une plus grande liberté. Que peut faire l'éducation pour contribuer à cette émancipation? À partir du moment où elle a cessé de n'être qu'une affaire privée, laissée à l'appréciation des familles pour devenir une affaire publique, et même un projet politique, l'éducation a été conçue comme l'instrument d'une émancipation des jeunes gens qu'on lui confiait. Dans un premier temps, l'éducation a été considérée comme le moyen de s'affranchir de l'impérium de l'État, ou encore de se prémunir contre les dérives autoritaires d'un État qui serait tenté de profiter du manque de formation intellectuelle des citoyens pour abuser de son pouvoir. Ainsi, le principe constitutionnel de laïcité participe de cette limitation de l'impérium de l'État. En exigeant la neutralité de l'État à l'égard des différentes confessions religieuses disponibles pour les habitants du territoire qu'il administre, c'est-à-dire en fin de compte en exigeant des représentants de l'État qu'ils maintiennent leur neutralité face aux différents cultes, on se protège de la pression de la puissance publique. La liberté de conscience et la liberté d'expression des citoyens sont préservées, ce qui n'était pas le cas pendant toute la période des guerres de religion, lorsqu'un roi ouvertement catholique transformait son administration en un redoutable outil de répression et de persécution des pratiquants des autres cultes.
Ainsi, dans la loi de 1905, article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. On notera que sous cet angle, la laïcité n'est pas que la garantie des libertés religieuses des citoyens. Elle est également une restriction légale et consentie de la liberté des agents de l'État, puisqu'ils n'ont plus une totale liberté d'expression de leurs convictions religieuses. Cette atteinte aux libertés des uns n'est acceptable que dans la mesure où elle est reconnue comme la condition de possibilité de la liberté des autres. Sans cela, les citoyens ne pourraient pas exercer leur liberté religieuse, ce qui est considéré comme un préjudice plus grand que la restriction de la liberté des agents de l'État. C'est pourquoi le législateur a tranché en ce sens. Ajoutons que l'école est l'un des lieux stratégiques de l'application de ce principe de laïcité. C'est grâce à cela que tous les élèves, peu importe leur appartenance ou non-affiliation religieuse, peuvent être accueillis par des professeurs sans crainte d'être traités différemment. Dans un deuxième temps, on remarque également que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État peut être interprétée comme l'affranchissement de ce dernier à l'égard des tutelles religieuses, et tout particulièrement, compte tenu de l'histoire de la France, à l'égard de l'impérium de l'institution religieuse catholique. En ce sens, comprendre que les citoyens français avaient pu se trouver sous la domination politique de l'État en France est nécessaire mais insuffisant si on n'ajoute pas que le pouvoir politique n'est que le relais, l'instrument d'un pouvoir religieux exerçant son propre impérium. On conçoit alors l'État comme une structure qui peut à la fois exercer et subir un impérium. Les dispositions de la loi de 1905 permettent par conséquent de soulager les citoyens d'une double domination, politique et religieuse. Il serait toutefois excessif d'affirmer sans nuance que le système français a, depuis 1905, totalement réussi à distinguer les deux sphères politiques et religieuses. Dans les faits, la situation, en particulier celle de l'enseignement public, est plus complexe. Son rapport à la religion n'est pas aussi neutre que ce qu'il affiche. D'une part, certains observateurs soutiennent que cette neutralité est fragilisée par un déséquilibre. Pour des raisons historiques et culturelles, le christianisme serait favorisé et ne serait pas traité avec la même distance que les autres cultes. Comme le signale Cécile Laborde dans Français encore un effort pour être républicain, 2010, l'organisation de la semaine de cours, les jours fériés et les vacances scolaires sont compatibles avec la pratique du catholicisme, mais pas ou moins avec celle de l'islam ou du judaïsme. On peut assister aux moments importants de la vie d'un catholique, les principaux temps de prière, les grands rendez-vous du calendrier chrétien comme Pâques ou Noël, sans manquer un seul jour de cours. A l'inverse, les autres confessions rencontrent un obstacle. Il y a classe lorsque se déroulent les temps forts de leur pratique religieuse, et il faut choisir entre manquer un cours et manquer un moment de leur vie religieuse. D'autre part, et réflexivement, certains croyants, parmi les musulmans de France notamment, ont le sentiment de ne pas profiter de la neutralité affichée, mais de se heurter au contraire à une hostilité spécifique qu'aucune autre religion ne rencontre à ce point dans la vie publique française. La loi de 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques, primaires et secondaires, est la principale pièce au dossier qui soutient cette plainte, reliée par la disposition prise en 2023 contre le port de l'abaya. Examinons cette loi de 2004 avec les outils conceptuels dont nous nous sommes dotés dans cette leçon pour mieux évaluer sa contribution à l'émancipation des citoyennes et citoyens. Le changement de perspective par rapport à 1905 est flagrant. Un siècle plus tard, l'État ne se conçoit plus comme une menace pour la liberté de conscience et d'expression de ses citoyens. Il ne préconise pas une limitation plus drastique de son impérium pour éliminer ce qu'il y a d'abusif dans son autorité. Au contraire, il revendique la fonction de protecteur des citoyens, et s'il exerce son pouvoir au lieu de le retenir, c'est pour tenir à distance les sources potentielles d'une domination illégitime. La loi de 2004
vient au terme de plusieurs incidents qu'elle a pour fonction de faire cesser. Les premiers datent de 1989. À Creil, 3 collégiennes refusent de retirer leur voile pour aller en cours. Elles seront exclues au motif que leur comportement ne respecte pas la laïcité. Des protestations éclatent d'ailleurs en France. D'autres jeunes filles défient l'autorité en portant le hijab, et de nouvelles polémiques éclatent régulièrement, donnant lieu à des décisions parfois ambivalentes des instances de la République française. Quel est le problème engendré par le port du hijab dans les écoles? Petit a. Le principe de laïcité est-il compromis? Stricto sensu, ce n'est pas le cas, puisque le principe constitutionnel de laïcité contient une obligation de réserve de l'État et de ses représentants, comme condition de la liberté de conscience et d'expression des citoyens en matière de religion. On pourrait donc défendre l'idée que la laïcité existe précisément pour permettre à des individus comme les collégiennes de Creil d'exprimer leurs convictions religieuses, leur affiliation à une confession, sans craindre de sanctions de la part de l'État. Et dans ce cas, l'exclusion scolaire des personnes manifestant par un signe quelconque leur appartenance religieuse ne serait pas du tout une application de la laïcité, mais son renversement. L'État s'immiscerait dans la pratique religieuse des citoyens au lieu de lui laisser libre cours, et les citoyens subiraient d'illégitimes restrictions de leur liberté au lieu de les voir garanties. On revient ici sur le terrain de l'imperium. Petit b, si le problème ne se situe pas au niveau de l'État et du respect des principes qui organisent la vie en commun, peut-être se trouve-t-il davantage dans la situation personnelle des jeunes filles qui portent le voile. Nombreux sont ceux qui ont estimé qu'il était nécessaire de les soustraire à l'influence, même à la domination excessive d'un entourage qui leur imposait le port du voile, et plus grave encore, un endoctrinement susceptible de les persuader de leur infériorité en tant que filles, le voile n'étant que le symptôme d'un préjudice plus grand encore, celui de la soumission. L'école apparaît alors comme un espace libéré du poids de cette contrainte, un lieu propice à l'émancipation, car on peut y échapper au dominium implacable des proches, et ceci de 2 manières conjointes. Par l'instruction qu'on y reçoit, et par l'expérience de la liberté qu'on peut y réaliser. Selon cette interprétation, on soutient que la loi de 2004 n'est pas contraire à la laïcité, car elle vise le même objectif, à savoir l'émancipation. Mais là où la loi de 1905 identifiait comme obstacle à la liberté l'impérium de la religion relayé par la politique, la loi de 2004 complète le processus d'émancipation en abordant un nouvel obstacle, le dominium des proches. L'État, qui sait autoréguler et qui constate que cette même autorégulation n'est pas toujours possible dans la sphère privée, fait donc usage de sa puissance pour imposer des limites à l'endoctrinement religieux. Petit c, le problème peut aussi se situer dans la diffusion déloyale d'idéaux religieux par des personnes qui ne se contentent pas de les adopter pour elles-mêmes, mais veulent que d'autres rejoignent leur rang. Dans ce cas, on reconnaîtrait aux jeunes filles voilées le droit d'adhérer à une religion et de manifester cette appartenance. On admettrait aussi qu'elles souscrivent librement à une idéologie qui pourtant les traite comme des êtres inférieurs, à la condition que cela ne concerne qu'elles seules. En revanche, on se méfierait de l'effet d'entraînement qui conduirait à répandre cette idéologie auprès d'autres jeunes filles, et on dénoncerait le port du voile, non comme un témoignage intime d'une foi, mais comme vecteur insidieux d'une doctrine contraire aux valeurs de la République française. C'est la dimension militante et même prosélyte du voile qui serait le cœur du problème. Ce faisant, l'État chercherait à protéger les autres jeunes filles susceptibles de ressentir le port affiché du voile par leurs camarades comme une pression pour elles-mêmes. De ces 3 lectures du fait divers, nous avons vu que la première, petit a, paraît plus faible, car elle repose sur une distorsion du concept de laïcité. Néanmoins, les 2 autres aspects du problème, petit b et petit c, doivent être pris au sérieux, et c'est pour les traiter qu'une loi a été votée, loi dont l'article essentiel affirme « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse
est interdit. Cette loi répond-elle convenablement aux problèmes posés par l'affaire du voile qu'elle a pour ambition de clore? Soyons pragmatiques, examinons les faits. Élaborée pour mettre un terme à des incidents de plus en plus nombreux, la loi y est-elle parvenue? Vraisemblablement. 20 ans plus tard, la situation est claire dans les établissements et s'il peut arriver que des élèves transgressent ou tentent de transgresser la règle, la loi fournit aux autorités un levier efficace pour mettre un terme à la transgression. Dans la plupart des cas, les élèves retirent les signes religieux à leur entrée dans l'établissement et les rendent à nouveau visibles quand ils ou elles en sortent. Le principe est globalement bien admis. On peut donc raisonnablement affirmer que le climat scolaire s'est apaisé. Toutefois, des difficultés demeurent. Une loi vécue comme discriminatoire. Que la règle édictée en 2004 soit peu contestée ne veut pas dire qu'elle n'est pas contestable. Et les commentaires des élèves inclinent à penser que son acceptation est teintée de résignation. Les jeunes musulmans de France ont le sentiment, parfois, de vivre dans un régime d'exception et de se voir opposer des obstacles que ne rencontrent pas les non-musulmans. En ce sens, l'objectif d'émancipation n'est pas atteint. Il s'efface derrière un objectif de rétablissement et de maintien de la tranquillité publique. Visible, ostensible, ostentatoire, ce qui fait l'atout de ce texte de loi en est aussi la limite. Le terme ostentatoire présent ici permet une souplesse dans l'interprétation qui facilite son adaptation aux circonstances. Et il est probable que les chefs d'établissement auraient eu plus de peine à exécuter la loi s'ils n'avaient pas pu jouer sur le sens de ce terme. Mais il y a un arbitraire du sens donné au mot d'un établissement à l'autre, car ostentatoire inclut l'intention de faire remarquer à l'autre. Comment savoir si un signe est simplement visible, ou ostensible, ou ostentatoire? Seule la personne qui l'a endossé peut le savoir, et la décision du représentant de l'État qui tranche ce point paraît parfois injuste. Dans certains cas, par facilité ou pour une plus grande lisibilité, on va même jusqu'à considérer que la loi de 2004 proscrit tous les signes visibles. Moins de dominium, mais plus d'impérium. En voulant réduire ou supprimer la domination des proches sur des jeunes gens susceptibles d'être endoctrinés par un discours religieux archaïque, ou, si eux-mêmes n'y croient pas, contraints de se comporter conformément à des règles religieuses rétrogrades, l'État exerce plus lourdement l'impérium qu'il avait modéré avec la loi de 1905. En créant une réglementation qui fait de l'école le lieu d'une exception au principe de laïcité, restriction de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, il retrouve la puissance dont il avait jugé bon de se départir. Et il n'est pas certain que ce soit une bonne nouvelle, car derrière la volonté affichée de contribuer à l'émancipation des jeunes filles, il y a la tentation autoritaire d'un État qui souhaite ou qui pourrait souhaiter, entre les mains de partis intolérants et illibéraux par exemple, imposer les normes religieuses qui lui conviennent et condamner les manières de vivre sa foi d'une communauté qu'il stigmatise, voire maltraite. Émancipation ou double domination? Dans ces conditions, on est en droit de se demander si les jeunes filles que l'État prétend protéger sont véritablement aidées dans leur processus d'émancipation, ou bien écrasées davantage par une double domination mêlant la pression des proches et la coercition des lois. Une domination religieuse, ou plus précisément encore patriarcale, dont la religion n'est que le prétexte déloyal et hypocrite, une domination qui voit son efficacité renforcée par le concours du religieux et du politique. Loin d'être libérées par la loi de 2004, ces jeunes filles devraient plier 2 fois, sans que jamais soit interrogée et ménagée leur volonté propre. Elles se trouveraient dans la situation de cet homme, que décrit Kant, qui, esclave de ses passions, endure en plus la menace d'être exécuté s'il y succombe. Sans doute résistera-t-il. Mais le considérera-t-on comme plus libre pour autant? Non, répond Kant. Il aura troqué une domination pour une autre. Il ne se sera pas libéré du joug de l'un grâce à l'autre, mais il aura cédé à la pression encore plus forte du second. La jeune fille qui retire son voile en passant le portail de son établissement scolaire
Est-elle soulagée d'échapper à un diktat religieux qui lui ordonne de se cacher parce qu'indécente ou inférieure? Ou a-t-elle le sentiment de passer d'une domination à une autre et de ne jamais faire ce qu'elle veut, mais toujours ce que d'autres ont voulu à sa place? Comment pourrait-on apprendre la liberté quand les dispositifs de soumission, qu'ils soient familiaux, amicaux, conjugaux ou légaux, se succèdent? Les vrais coupables courent toujours. Nul n'est coupable de porter un carré de tissu sur ses cheveux. En revanche, on est moralement et juridiquement coupable d'imposer à quelqu'un autre chose que ce que la loi impose. On n'a pas le droit de restreindre la liberté d'autrui au-delà de ce qui est légalement défini. Le vrai trouble ne vient pas des jeunes filles qui portent le hijab, mais de celles et de ceux qui les endoctrinent ou qui les forcent pour qu'elles le fassent. Et ceux-là, celles-là, sont tranquilles, épargnés par la loi qui donne pendant ce temps le sentiment de s'acharner sur les innocentes. Est-ce l'État qui montre qu'il est capable d'exercer sa puissance, ou un État impuissant à sanctionner les vrais coupables, et qui, pour cette raison, fait diversion en punissant une seconde fois les victimes? Alors en fin de compte, de quoi l'éducation nous émancipe-t-elle? L'éducation ne nous libère pas seulement de l'ignorance, elle nous affranchit des tutelles qui empêchent l'usage libre de notre raison. Elle nous émancipe d'abord du dominium des proches, des autorités familiales, religieuses ou sociales, qui dictent nos croyances avant même que nous les ayons choisies, mais aussi de l'impérium d'un État qui, s'il n'est pas contrôlé, pourrait orienter nos pensées au lieu de les instruire. Cependant, l'émancipation véritable ne consiste pas seulement à échapper à ces dominations extérieures. Elle est le passage à l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de se donner à soi-même ses propres lois, selon la raison. En ce sens, l'éducation ne se contente pas de délivrer, elle forme la liberté. Elle apprend à penser par soi-même, sans se couper des autres, à obéir à la loi qu'on se donne, plutôt qu'à celle qu'on subit. Elle nous émancipe de toute dépendance, sociale, politique ou intérieure, qui nous maintiendrait dans la minorité intellectuelle. Et elle s'accomplit quand elle devient par la même occasion capable d'évaluer également les processus et les systèmes idéologiques ou juridiques qui ont été mis en œuvre pour son émancipation. Un esprit capable d'apercevoir les limites de ceux qui, personnes ou institutions, l'ont instruit, est un esprit véritablement émancipé.